God slew the serpent, and the woman's bed was made. Tethers of chains, tethers of jewels, economic bondage, placed by those rules. The laws of justice are business decisions. Gender and class cut with surgical precision. Religious definition and the politics of man. Church and state together, hand in hand. There's a shadow. There's a shadow. There's a shadow over Sisterland. Mother Earth as one. Goddess meets the God of men. Violent prayers, rationalizing madness. Partnership comes to an end. Landlords, landlords, landlords. Ownership prevails. Ownership prevails. Ruling class industrial male. Ruling class industrial male. Ruling class industrial male. There's a shadow. There's a shadow. There's a shadow over Sisterland. Goddess brought the cellist. Dominator made the blade. God slew the serpent, and the woman's bed was made. And the woman's bed was made. There's a shadow. There's a shadow. There's a shadow over Sisterland. Over Sisterland. There's a shadow. Well, I thank you for getting it. Thank you for getting it here and in here, and don't trust anybody that wants to be the leader, okay? And watch out for the global corporate beast, because you're the next Indian. Yeah? Jean Trudel, Shadow over Sisterland. Vous êtes toujours à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone 01 43 71 89 40. Voilà, alors donc tu as entendu John Trudel qui disait ne faites jamais confiance au leader. Hein, ça a le mérite d'être clair, quel qu'il soit. Et qu'on risquait bien sûr d'être les prochains Indiens, puisque avec donc la globalisation du capitalisme. Non, c'est clair aussi. Alors une question d'un auditeur avant qu'on parle évidemment avec Ken Nab de La joie de la révolution. Donc c'est un livre qui sera bientôt publié en France. On attend donc de savoir chez quel éditeur, mais vous pouvez trouver également de Ken Secret public, ça s'est publié chez Sulliver, et Éloge de Kenneth Rexroth, ça c'est à l'atelier de création libertaire. Et puis justement cet auditeur m'a dit qu'il avait lu un texte de toi sur internet sur Germaine Monteiro. Ah oui. Et il a dit, c'est formidable, Germaine Monteiro, une magnifique chanteuse. Hein, Je suis complètement d'accord. Voilà, et il dit, on l'a oublié, et puis
de voir un États-Unien qui parle de ça, c'était super. Et puis, il m'a parlé aussi d'un texte que tu aurais écrit dans les années 70 qui s'appelle, en français, qui s'appelle « La réalisation et la suppression de la religion ». Et il me dit que dans ce texte, justement, ce qui était très intéressant, c'était que la religion était supprimée, mais ce que tu ne supprimais pas, et que peut-être tu disais, qui pouvait être intéressant, c'était une sorte, bon, je vais le traduire un petit peu, parce qu'il m'en a parlé longuement, c'est d'une sorte de mystique de la vie, on va dire, qui remplacerait cette religion qui nous abrutit, on va dire, et que cette mystique-là, finalement, peut-être, elle pouvait avoir quelque chose de bon, à partir du moment, évidemment, où c'était décidé par chaque personne. Alors, qu'est-ce que tu dis à cet auditeur ? Il y a une troisième question également. Attends, j'oublie. Il me dit, mais je comprends très bien son intérêt pour les situationnistes, mais finalement, chez les anarchistes, il y avait des courants, notamment des courants individualistes, qui faisaient un peu le même boulot que les situationnistes. Boulot, évidemment, entre guillemets. Donc voilà, c'était aussi parler aussi d'une révolution en soi-même, etc. Qu'est-ce que tu as à dire à cet auditeur ? Pour la première chose, c'était dans un article sur Georges Brassens que j'ai écrit il y a quelques ans. C'était pour une sorte d'introduction au monde anglophone. À Brassens surtout, mais puis j'ai parlé un peu de la chanson française et j'ai mentionné Germaine Monteiro parmi d'autres choses. Et c'est justement Kenneth Rexroth qui m'a introduit à elle, parce que dans certains de ses essais, quand j'étais jeune et j'ai rencontré Rexroth, je lui ai demandé beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu penses de Bob Dylan? Et il dirait, Bob Dylan, c'est pas mal. C'est un peu comme Georges Brassens. Et j'ai dit, qui? Et donc, c'est en partie à cause de lui que j'ai connu un peu la chanson française. Bon, pour la troisième question, les aspects qui peuvent rapprocher les situationnistes avec les anarchistes individualistes ne m'intéressent pas tellement. À vrai dire, grosso modo, j'ai critiqué ces aspects justement dans cette brochure dont tu as parlé, la réalisation et la suppression de la religion, où c'est une longue question. J'essaierai d'être court, mais dans cette brochure, je disais que bien sûr, les situationnistes, les anarchistes et d'autres ont eu des critiques très justes à propos de la religion ou les religions depuis longtemps. C'est pas nécessaire de répéter ces choses. Il s'agit des choses évidentes. Mais à mon avis, les situationnistes, parmi d'autres, avaient pris une position non dialectique contre la religion qui qui avait pour résultat qu'ils avaient un point aveugle ou des points aveugles. Il y avait certains aspects de la vie qui étaient interdits à eux parce qu'ils ont rejeté certains conseils, parce que ces conseils ou ces mots, etc., faisaient partie de la langage religieux. Et j'ai dit que c'était un peu déroutant de parler de la religion, comme si c'était quelque chose, et on dit c'est con, ou c'est horrible, etc. C'est comme parler de l'art, ou
la science ou la société. Évidemment, ça contient beaucoup de choses. Et dans le cas de la religion, il y a beaucoup de conneries. Mais forcément et évidemment, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Ça exprime les possibilités humaines, les désirs humains, les rêves humains, etc., etc. Et donc, je croyais qu'en supprimant ça, d'une façon tout à fait traditionnelle pour les pays laïcs et surtout la France, on avait tendance de perdre ces autres choses qui, par contre, aux États-Unis, justement parce qu'on a une histoire différente qui est protestante et pas catholique, par exemple, et qui est donc, et en plus de protestants, qui comprennent des choses un peu hérétiques et individualistes, etc. Donc, une fois qu'on est dans un pays où il y a 100 religions, les gens ont tendance de penser la religion un peu plus pragmatiquement, d'une façon plus pragmatique. Au lieu de dire la religion, c'est quelque chose, on dit j'ai trouvé tel prédicateur intéressant, j'ai trouvé tel livre intéressant qui m'aide à me centrer, ou toutes sortes d'autres choses. Et aux États-Unis, on s'en fout que ça soit religieux ou non. Ça n'a aucun sens, ou presque. Et c'est la contre-culture américaine a donc peut assimiler beaucoup de ces choses, y compris des bêtises, évidemment, mais je veux dire un peu de tout, et d'une manière très flexible. On disait simplement, est-ce que ça marche? Ah oui, je prends du yoga et ça me fait du bien. Ah oui, je fais de la méditation, ça m'aide à me centrer. Ah oui, Et, non, mais ça, c'est excuse-moi, mais ça, c'est dans toutes les possibilités qui peuvent être, disons, positives pour chacun des personnes. Oui. Enfin, on ne peut pas quand même nier, si tu veux, dans un pays où tu as même sur le pognon « In God we trust que franchement, tu vois, ça peut vraiment être bien. Tu vois ce que je veux dire? La présence de la religion est quand même assez difficile. Pour éviter une discussion trop longue et pas fructueuse. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Donc, ça ne fait rien à insister. On pourrait parler... N'importe qui, et probablement presque tous les auditeurs, savent très bien ces choses. Donc, ça ne sert à rien à répéter. Je dis simplement, c'est un peu long à discuter avec le peu de temps qu'on a. Mais que j'ai voulu dire qu'il y a des points aveugles ici, qu'un Américain, on a dit à propos de ma brochure, seulement un Américain aurait pu écrire ça. Parce que j'étais un peu entre les deux camps, pour ainsi dire, ayant découvert les situationnistes. Ça m'a introduit à la pensée européenne dialectique, Hegel, Marx, etc. Et aux États-Unis, quand j'ai traduit ou expliqué ces choses, souvent les gens là ils disent mais c'est très bizarre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il voulait dire, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. Mais il y a un côté inverse. Il y a aussi des choses aux États-Unis, comme je suis en France souvent et j'avais une communication là, j'ai dit à mes amis, lisez Rexroth, c'est formidable. Et c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, c'était un anarchiste et tout ça, mais par les standards européens, c'était aussi un peu mystique parce qu'il cite les bouddhistes ou les hindous ou les taoïstes ou comme ça.
Donc, c'est quelqu'un un peu comme Gary Snyder, par ailleurs. C'était un maître. Enfin, il était quand même à IWW. Oui, aussi. Il était sur le... Pardon. Oui. Il se mettait sur le terrain de la lutte des classes, quand même. Exactement. Oui. Il y a cette combinaison Pour en qu'on ne voit pas en Europe, ou très rarement. Oui. Et donc, dans les deux côtés, je dis aux Américains, mais c'est cette pensée rigoureuse et critique des situationnistes, du Marx, etc. Mais par contre, j'ai vu en France, après des années, que certains de mes amis disent « Ah oui, c'est formidable ce Rex Roth ou ces autres ces aspects de la contre-culture, etc. Ici, on est très coincé et là, on a un esprit ouvert et tout ça. » Donc, il y a beaucoup à discuter quant aux différences. Mais je me suis trouvé entre les deux, un peu comme communicateur dans les deux sens. Et donc, cette brochure sur la religion a brisé un tabou parmi les situs français en général. Il y avait certains qui disaient « Ah oui, il a raison, je ne suis pas d'accord avec ces choses sur la religion, mais quand même, il a souligné quelques faiblesses, quelques points aveugles, etc. » Il y avait d'autres qui disaient « Ah, jamais on va parler avec Kenner parce que c'est un mystique imbécile qui cite la religion, qui fait l'apologie de la religion. » Tandis qu'aux États-Unis, parmi d'autres lecteurs et d'autres amis, le même texte est pris comme très, très injurieux aux gens religieux, etc. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est donc, bon, c'est assez, on peut... Non, c'est-à-dire que si tu veux, on est quand même sur Radio Libertaire, et c'est vrai que nous, on critique très fort la religion, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la religion, comme on peut le concevoir, et puis les formes les écrits, par exemple, les écrits sur lesquels les religions se sont fondées, les écrits que, beaucoup de personnes peuvent lire en tant que comme un écrit philosophique ou, tu vois, un texte premier qui a son importance. Pourquoi pas les Upanishads, le Bhagavad Gita, la Bible, etc. C'est intéressant, ou la Kabbale, ou je ne sais quoi. Le problème, c'est un peu ce qui en est fait par la suite, quoi. Je suis en train d'enfoncer vraiment des portes ouvertes, mais désolé, mais enfin, c'est un petit peu ça. Et c'est un petit peu, si tu veux, ce contre quoi on est, dans le sens où ça devient une institution et où ça justifie certaines choses. Voilà. Arrête, Christian. Oui, j'arrête. Ça y est. Ça n'a fait, fait aucun sens. Probablement 100% des auditeurs sont d'accord, moi aussi, et donc... Passons à la joie de la Révolution. Oui. Alors, la joie de la Révolution, on va peut-être lire une phrase qui, je pense, pour lancer un petit peu ce qu'on peut dire dans un temps très court sur ce bouquin. Il y a, par exemple, c'est une réponse aux détracteurs et aux détractrices de ce livre, qui, lui aussi, quelque chose, c'est un texte qui est très simple, très facile à lire, et quelquefois on peut dire évidemment, c'est sûr. Et là, donc, tu as cette phrase-là, justement, vis-à-vis des détracteurs et des détractrices, c'est des gens qui acceptent avec résignation un système qui, chaque année, condamne à mort des millions de leurs semblables par la guerre et la famine, et des millions d'autres à la prison et à la torture, deviennent subitement fous d'indignation à la pensée que dans une société autogérée, il pourrait y avoir quelques abus, quelques violences, et ils oublient qu'il n'incombe pas à un nouveau système social de résoudre tous nos problèmes, mais seulement de les régler mieux. Donc j'aimerais que tu partes là-dessus et que tu en dises un petit peu plus. Dans ce livre, j'ai essayé de... ça comprend 4 chapitres. Et
la première chapitre, c'est où se trouve cette citation. C'est une sorte de résumé très bref. Qu'est-ce que c'est la révolution? Quel genre de révolution? Est-ce qu'il est encore possible? Des choses comme ça. Et puis, les 3 chapitres qui suivent sont nettement distincts chacun, et il importe de faire la distinction. La deuxième chapitre traite des situations ordinaires, comme ici ou la plupart du temps. La troisième chapitre traite des situations radicales, révolutionnaires à la limite, guerre civile, tout ça. Le quatrième et dernier chapitre traite de la société après la révolution, s'il existe. Et donc, dans ces 3 cas différents, je voulais pas donner des prévisions, des prédictions, ni des prescriptions, mais de soulever les problèmes et les possibilités de diverses tactiques. Et donc, dans le deuxième chapitre, je traite des choses diverses, comment on fait des interventions. Cette chose avec Gary Snyder serait un exemple. On peut faire un tract à propos de presque n'importe quoi. Comment on fait des analyses, comment ça marche, quel est l'effet personnel ou l'effet social de telle intervention, quelles seraient les façons à faire des scandales. Et je cite le scandale de Strasbourg des situationnistes, par exemple, le style insurrectionnel des situationnistes, des limites de la politique électorale, les limites, mais aussi, je ne dénonce pas ces choses, mais je signale simplement des limites, des réformes. Il y a des avantages, mais il y a des limites. Il y a des avantages d'avoir des institutions alternatives, comme Radio Libertaire serait un exemple. Quand même, il y a des avantages, mais des limites. On est quand même coincé dans des situations. Et donc, c'est pour que les gens qui sont là peuvent se rendre compte qu'est-ce qui est là. Je ne dis pas abat ces choses, abat le réformisme, mais simplement... Un peu. Tu critiques le réformisme. Je le critique, mais quand même, dans certaines situations, le réformisme, c'est la chose intelligente à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, mais et puis... il y a d'autres choses du même genre, les avantages de la non-violence, mais aussi les limites. On veut être non-violent aussi bien que possible, mais dans certains cas, ça ne va pas, etc. Puis, dans le chapitre 3, il s'agit des situations nettement différentes. Mai 68 serait un bon exemple. Où ce sont des situations relativement rares, mais dans ces situations, les possibilités sont concentrées. Et là, subitement, dans quelques jours, même dans quelques heures, tout est changé et les gens qui ont été résignés, ignorants, mesquins, toutes sortes de choses, subitement, c'est comme de l'air frais. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a toutes sortes de possibilités. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette ville, avec ce bâtiment? Est-ce qu'on va occuper ça, organiser de cette façon? Tandis que dans la situation actuelle, normale, de telles discussions seraient délirantes. On peut imaginer, évidemment, on peut discuter, mais ce n'est pas une proposition sérieuse, dire occupons ce bâtiment ou comme ça. Mais dans ces situations-là,
tout est en question et même l'esprit des gens change très rapidement. Et dans quelques heures, on a des discussions plus ce qu'on a eu dans un an. Si on pouvait occuper la bourse, là, ce serait pas mal. Hein? Oui, mais maintenant, d'en parler, c'est simplement une blague. Mais en 1968, c'était pas une blague. C'était une chose possible. Ça peut venir très vite. Hein? Oui, on ne sait jamais. Mais il faut distinguer. Parce que si on est dans une situation ordinaire et on parle toujours d'occuper la bourse ou de brûler ça, c'est délirant. Ça n'a aucun rapport. Mais si on est dans ces situations ordinaires, il faut quand même ne pas être coincé là et de considérer les possibilités que ça peut arriver. Et si ça arrive, il importe d'être prêt. Sinon, on est complètement dérouté. Et, c'est merveilleux, mais on est perdu un peu. Et c'est en partie pour ça, je peux citer le livre. Les situations ordinaires sont souvent confuses, mais les questions sont généralement sans urgence. Dans les situations radicales, par contre, les choses sont à la fois simplifiées et accélérées. Les questions deviennent plus claires, mais il y a moins de temps pour les résoudre. Une des principales ambitions de ce texte est d'indiquer certains scénarios courants pour que les gens soient prêts à reconnaître les occasions qui se présentent et à en profiter quand il est temps. Et donc, dans ce troisième chapitre, j'examine des tactiques radicales dans des grèves générales, des grèves sauvages, des conseils ouvriers, des façons d'auto-organisation populaire, tout cela. Et puis, je fais un saut dans le dernier chapitre qui dit, supposons que nous aurons gagné et qu'on a plus à nous inquiéter des guerres civiles et de tout ça, mais on a plus ou moins gagné mondialement. Alors, comment on va réorganiser la société? Et c'est pour avoir une idée du but. Et là, je crois que la chose la plus intéressante que j'ai à dire là, c'est au tout début de ce chapitre. Je dis des visions utopistes sont typiquement, on les critique d'être trop imaginatifs, mais je dis au contraire, ils sont trop limités. Justement, tu as cité cette chose de Berneri. Et que, à mon avis, si une révolution gagne, si nous avons cette chance, c'est pas du tout sûr, même peut-être pas probable, mais c'est possible. Dans ce cas-là, la société doit probablement être extrêmement diversifiée. Et donc, il ne s'agit pas de dire on aura des communautés qui se régleront comme ça, et ça, mais de dire qu'il y aura une diversité inimaginable de communautés avec des goûts différents, des coutumes différentes, des préférences différentes, etc. Et à partir de ça, j'aborde quelques questions. Comment on va organiser, comment on peut se passer de l'argent, comment le travail va être fait, etc., etc. Donc, c'est... Tu parles même de l'ordre. Oui. De l'ordre et de... Oui. Si par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans... Donc tu parles même de cette question des remplacements des prisons, quoi. Oui. C'est un cas extrême,
mais comme j'ai dit aussi dans cette chose que tu as citée il y a quelques minutes, c'est pas que je dis que ça doit être parfait, sans violence ou sans erreur, etc. Mais simplement que si on regarde ce qui est autour de nous maintenant, avec des choses... alors, on peut dire, bon, dans certains cas, des choses peuvent aller mal, mais quand même, s'il y a une base d'autogestion généralisée, disons, on peut avoir des noms différents, que ça peut être résolu. François, je te vois prendre plein de notes, tu voulais intervenir? Moi, je connais bien le livre parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé pour la mise en forme en français. Et donc moi, il m'a beaucoup intéressé. Et je pense qu'il y a un grand intérêt... l'exercice auquel ce livre, Ken, est très intéressant. Il est vraiment nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire il se projette dans l'avenir et d'une manière assez pragmatique. C'est-à-dire qu'il envisage le processus, c'est un peu le deuxième plan dont tu parlais, le processus qui pourrait nous amener à une société nouvelle. Et il envisage aussi cette société nouvelle le jour où, si ça arrive, peut-être elle n'aura plus d'ennemis et comment est-ce qu'on la verra fonctionner à ce moment-là. Je pense que cette réflexion elle est absolument nécessaire et c'est une des grandes qualités du mouvement libertaire et des anarchistes de s'être intéressés souvent de très très près, et même dans le détail, à cette question-là. Ce que les marxistes n'ont pas forcément fait parce que pour eux, tout était inéluctablement écrit d'avance. Et je pense qu'il y a vraiment un frein important parce qu'aujourd'hui, on voit une société qui part à la dérive. Enfin, je veux dire, qui devient de plus en plus aberrante, véritablement. Je pense que si le capitalisme a eu à une certaine époque certaines vertus qu'on pouvait mettre en regard de ces atrocités, peut-être il a aidé à développer des moyens de production qui avaient une certaine ampleur, il a aidé à résoudre quelques questions matérielles. Il pouvait représenter une aventure d'une certaine manière aussi pour un certain nombre d'individus aventureux. Je pense qu'aujourd'hui on en arrive à un plan où tous les mensonges qui ont été produits pour justifier l'ordre des choses sont complètement usés. Ils se sont usés avec le temps, ils se sont usés aussi parce que cette société, on la voit fonctionner depuis maintenant assez longtemps, et puis parce que les esprits ont quand même bénéficié d'un certain niveau d'information aussi. Donc c'est vrai que la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment ça se fait que ça tient encore. C'est-à-dire comment ça se fait que les gens adhèrent quand même à tout ça. Bon, c'est vrai qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 30 ans ou il y a 40 ans que cette société pourrait perdurer, qu'elle pourrait perdurer encore dans ces conditions-là, dans des conditions encore bien plus catastrophiques que celles qu'on a connues dans notre jeunesse. Donc je pense que l'exercice est très bon, mais une des grandes causes de la passivité des gens, et notamment des prolétaires, de ceux qui auraient vraiment le plus grand intérêt à bouleverser l'ordre des choses, c'est le fait qu'en fait, quand on voit... c'est le manque de vision d'une société future, c'est-à-dire les révolutionnaires peuvent bénéficier d'une certaine sympathie, mais finalement pas tant que ça, pas tant qu'ils devraient. Pourquoi ? Parce qu'on a peur, et moi-même y compris maintenant j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe quand les autorités légitimes, quand l'autorité de l'État se délite ? Quand je regarde des exemples autour de moi dans l'actualité, la Somalie, la Yougoslavie, etc., on voit partout des situations encore bien pires que ce qu'on connaît ici. Bon, donc en fait, ce qui manque, c'est effectivement une vision de l'avenir. Où est-ce qu'on veut nous amener ? Et aussi une vision du processus. Et c'est pas forcément une vision qui soit idyllique. C'est pas question de cacher les difficultés et les douleurs que ça peut représenter. Mais cette vision, on en a besoin et c'est à ton actif de proposer cette discussion. Bon, surtout que tu le proposes d'une manière assez pragmatique, c'est-à-dire tu essaies de mettre en scène les circonstances concrètes, les problèmes réels. Enfin, c'est un exercice qui, à mon avis, est vraiment nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire, on devrait finalement être tous à mener ce genre de réflexion. Ça devrait être ça le sujet populaire. C'est ça dont on devrait parler dans les cafés, dans les émissions de télé, dans la rue, avec les collègues de travail. Ça, tu vas pas parler de ça à la télé. C'est pas possible. De toute façon, qui tient la télé, on n'y habitera pas. Bon, ouais. Voilà.
Ou alors, à moins qu'on fasse, oui, on peut en parler effectivement dans certaines télés, mais qui sont tellement rares. Je veux dire, c'est dans des télés associatives, tu peux effectivement évoquer ce type de... Mais je ne vois pas quel serait l'intérêt des annonceurs, et j'emploie ce mot-là sciemment, pour faire justement des discussions par rapport à une société future qui serait sans le capitalisme. Et il faudrait imaginer un état de dislocation du système assez important pour qu'on puisse laisser passer la télévision lors de discussions. Mais ceci dit, je pense que la dislocation du système, puisqu'on commence à la voir arriver aujourd'hui, c'est quand même un élément extrêmement important d'un processus de transformation. C'est-à-dire, en fait, on a rêvé longtemps, et Ken a rêvé, comme moi, à une époque, d'une révolution dans une société capitaliste fonctionnant bien, et on a failli la voir, on a cru la voir. Bon, c'était mai 68, c'était la contre-culture aux États-Unis, c'était ce genre de mouvement, mais finalement, cette révolution, elle a échoué. Donc elle a échoué et elle a même permis au capitalisme de se renouveler d'une certaine manière et de se renouveler de façon à rendre sa contestation encore plus difficile. Exactement, oui. Bon, cette révolution, je pense qu'on la reverra pas, puisque maintenant le capitalisme ne fonctionne plus. Mais la donne est changée. C'est-à-dire qu'il y avait un côté un peu assez sympathique et assez idyllique en quelque sorte dans cette révolution qui procédait d'une prise de conscience. C'est-à-dire non pas de l'impérieuse nécessité, mais d'un cheminement à la fois individuelle, collective, d'une prise de conscience, d'une progression des luttes. Bon, cette révolution-là, c'est pas celle qu'on va connaître demain, quoi. Les événements qu'on va connaître, peut-être même aujourd'hui ou demain, sont d'une toute autre nature. C'est-à-dire qu'on va avoir à faire une révolution avec des gens qui ne sont pas préparés à la faire, avec des gens qui vont débarquer là-dedans sans y avoir réfléchi une seconde auparavant, qui sont encore moins formés qu'avant à réfléchir aux problèmes et psychologiques et pratiques qu'on va rencontrer. Bon, ça c'est une toute autre affaire. Oui. Dans tous ces cas, je me suis rendu compte il est facile à dire c'est peu probable ou dans ces conditions ça ne va pas arriver, etc. Mais ce qui importe, c'est que d'aborder ces questions chez nous, c'est-à-dire à partir de chez nous, disons. Et si les possibilités sont minces, tant pis, mais quand même, il y a certains principes, certains genres de lutte, d'expérimentation, etc., qui peuvent se faire dans presque n'importe quelle situation. Et c'est tout. Je ne perds pas mon temps en disant, est-ce qu'il y a un 10% de chance que la révolution doit gagner et dans quelles années? Je ne sais pas. Je simplement, je résume les choses qui importent, qui ont un effet dans une situation donnée, et j'y travaille. Et puis, ça peut être des petites choses comme une interruption de Gary Snyder ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de plus grand, plus visible. Mais dans tous ces cas, je crois qu'il importe d'examiner en permanence le processus. Et si on fait ça, le résultat, on ne sait pas le résultat, mais c'est sain. Si tu sais ce que tu fais, ah oui, ça ne marche pas, donc pas. Et si tu t'occupes de ta propre pratique, pour ainsi dire, ça a un effet aussi. C'est-à-dire que d'autres te regardent et tu vois et fais ça. Et bon, Enfin bon, ça serait un trop vaste débat. Déjà, quand tu dis, François, que le capitalisme est en déliquescence et tout ça, là, moi non plus. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Moi non plus. C'est pas parce que les bourses s'effondrent et tout. Le capital est toujours là. Oui. Il y a un terrain de lutte des classes. J'y crois toujours. Et pour moi, justement, quand je crois que si on oublie un peu ça, enfin en tout cas la lutte des classes,
Ou bien alors on dit qu'il n'y a plus de classe et tout ça. Bon, alors là, on parle même plus de situ, on parle plus de rien, quoi. Je veux dire, bon, il y a une lutte des classes et que justement, moi, c'est plutôt la dernière partie. Que j'aime bien lire, comme je peux lire William Morris, comme je peux lire oui, j'ai pensé un à tas de News gens. from Nowhere. Ça m'intéresse, mais c'est plutôt ce qui m'intéresse le plus, c'est le terrain sur lequel ce monde futur, enfin, le terrain de subversion. Enfin, oui, c'est le mot lutte des classes quand même que je trouve. Et là, quand tu réagissais aussi, là, ça fait comme une réaction un peu individuelle à nouveau. C'est bien que je comprends la réaction du gars au téléphone qui dit, mais il y a eu des anarchistes individuels aussi qui ont voulu se réformer eux-mêmes, etc. Mais alors là, on est rabattu sur qu'est-ce que je peux faire moi. C'est-à-dire, je peux faire moi tout seul, pas grand-chose. Et c'est bien ce que tu fais, toi, c'est-à-dire d'expliquer tout ça, c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de haine. Et puis pour moi, il y a quand même, ça n'aurait pas de valeur s'il n'y avait pas un projet sous-jacent révolutionnaire, c'est-à-dire de subversion et de lutte de classe, quoi. Enfin bon, j'y tiens, ça fait archaïo, Marxo, mais vraiment c'est ce que je pense. Et voilà, c'est pour ça que moi, c'est des précisions surtout, et c'est pour ça que je trouve parfois tes réactions à ce qui peut se passer en France ou ailleurs. Tu as le mérite d'en parler, tu traduis les trucs, tu les montres, etc. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est un peu collé, tu vois. Les trucs que tu peux, les raisonnements que tu as pu faire sur le CPE, que c'est un peu collé. Mais ça, à la limite, ça m'est égal. Je veux dire, tu es là-bas, tu vois les choses, tu as des correspondants en France qui te disent probablement une chose et son contraire, etc. Mais on sent que tu es attentif à ça. Et pour moi, c'est ça le plus important. Donc, la création du monde futur, la réflexion sur le monde futur, moi, ça me passionne. C'est pour ça j'aime la poésie parce que tout ça, ça fait partie de la vie, tu vois. Mais c'est plus tout le côté hic nunc, c'est-à-dire avec qui, quoi, où, sur quel terrain et tout ça qui m'a le plus intéressé dans ce que tu as écrit. En fait. Hélène parle d'un article que j'ai écrit sous le mouvement anti-CPE qui s'appelle Réflexion sur le soulèvement en France. Et j'ai fait ça en plus de traduire quelques documents et graffiter de cette chose. Et je peux signaler par ailleurs que j'ai un site web qu'on peut trouver en cherchant soit mon nom, KNABB, ou Bureau of Public Secrets. Bon, on mettra ça sur le site des Chroniques Rebelles. Oui. Si tu veux bien, comme ça on renverra automatiquement. Oui. Parce que comme on a pu parler que d'une infinie partie de ce que tu as écrit, c'est un petit peu dommage que les gens ne puissent pas avoir accès peut-être aussi à d'autres choses. Ces choses sont là en anglais et en français et en plusieurs autres langues. Donc, en plus d'être récemment édité en France. Moi, je pense aussi ce qui est important, je suis tout à fait de l'avis d'Hélène, c'est la subversion qui existe et qui est examinée. Après, ce qu'on en fait, comme dit Marie-Louise Berneri, finalement, les utopies, chacun met ça un peu selon ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Il ne s'agit pas d'imposer après, je ne vais pas imposer mes utopies sur vous. Chacun va être libre. Un exemple, c'est rigolo d'ailleurs. Oui. Non, mais vas-y, dis-le. Non, mais quand elle dit chacun projette ses propres goûts, alors si c'est un mari jaloux, il va exactement enterrer, les femmes adultères, etc. Il déteste l'auteur, il va brûler ses livres. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il est évident que la première des choses, c'est il faut ouvrir, il faut pas rester. C'est-à-dire qu'il faut être soi-même, puis en même temps, il faut admettre que les autres le soient. Ou bien alors quel intérêt d'avoir des relations avec eux, tu vois, s'ils ne sont pas eux-mêmes. Je dis n'importe quoi. Ken, c'est à toi de parler. Quoi? Bon, voilà. Donc je vais redonner quand même les titres des bouquins, c'est important. Juste avant ça, on n'a pas parlé beaucoup de Kenneth Rexroth, je veux signaler que sur mon site web, il y a beaucoup de ses écrits. Et aussi, un de mes amis en France, Joël Cornwall, parfois avec sa femme Nadine Bloch, a traduit 4 volumes de Rexroth. Il s'agit des classiques revisités, des essais sur la littérature universelle,
le San Francisco de Kenneth Rexroth, c'est un recueil de chroniques et 2 volumes de poésie, L'automne en Californie et Les constellations d'hiver ou en hiver, quelque chose comme ça. On cherche aussi de faire publier plus de choses de Rexroth en France. On a des projets avec la revue Europe et je vais essayer à intéresser les éditions sous l'hiver parmi d'autres. En direct. Vous n'avez pas entendu Isabelle, mais elle est là, elle note. Hein. Moi aussi, je note. Mais je voudrais peut-être, quand j'ai parlé à Christian avant cette émission, je lui ai dit que c'était ma première émission radio, parce que j'ai l'habitude de refuser ce genre de choses en Amérique. Pour des raisons semblables aux raisons que les situationnistes ont généralement refusé ces choses, en pensant que, j'ai déjà écrit ce qui est là, donc aux États-Unis, où je suis pris comme une sorte de porte-parole pour les situationnistes, généralement je refuse en disant les textes sont là. Et les situationnistes eux-mêmes ont refusé ce genre de choses, donc faites-le sans moi. Ici, j'ai compris que c'était un peu différent, ce qui était effectivement le cas. On a 2 heures avec des gens qui ont effectivement lu les textes avant de faire des questions. Et donc, je crois que ça a été acceptable et intéressant. Mais je répète l'idée que j'ai faite au début, qu'on doit quand même se demander, parmi les participants ici et les auditeurs, qu'est-ce qui est le résultat de ça? Est-ce qu'on va laisser ça comme une expérience un peu intéressante, mais sans être plus? Ou est-ce qu'on va en tirer quelque chose? C'est-à-dire, même à la rigueur, vous pouvez penser qu'Eneb, c'est peu de choses, cette intervention qu'il a fait, c'est peu importante, c'est pas très intéressant. Ça se peut. Mais peut-être vous avez chez vous des choses un peu analogues où vous pouvez considérer, est-ce que je peux faire quelque chose un peu différent, évoquer cette question, aborder cela avec un tel. Donc, c'est assez. Au revoir. Je pense que Tu es un parfait radioman. J'espère en tout cas que l'émission est un tout petit grain de sable. Déjà, ça sera super. Hein. Alors, Isabelle. Oui, je voudrais juste préciser que Ken a oublié de le dire, qu'il y a la revue Gavroche qui lui a consacré un dossier qui va sortir à la fin du mois d'octobre, je pense. En tout cas, ce sera la revue d'octobre-décembre de cette année. Donc, si ça vous intéresse de poursuivre la discussion, et vous retrouverez aussi un bon nombre de citations et puis de références que Ken a abordées aujourd'hui dans ce dossier-là. Voilà. Alors, on va continuer puisque vous pourrez évidemment... Il faut dire aussi que Gavroche, on le trouve à Publico. Hein. Voilà, Publico, 145 rue Amelot. Mais vous pouvez trouver aussi des bouquins dont on a parlé à Publico. Non pas pour celui La joie de la Révolution, mais bientôt, j'espère. Hein. Mais en ce qui concerne Secret public et en ce qui concerne, publié par Sulliver, et en ce qui concerne Éloge de Kenneth Rexroth, publié donc à l'Atelier de création libertaire, là, vous pouvez les trouver tous les deux à Publico, 145 rue Amelot. Et puis, on mettra tout ça sur le site des Chroniques Rebelles. Donc, je rappelle, les Chroniques Rebelles, c'est donc chronique au pluriel, rebelle au pluriel, .info
au singulier. Et là, vous pouvez chercher dans les archives, donc les présentations des différentes émissions, dont celle de Ken Nab. Et avec, évidemment, on va essayer de mettre le maximum de références. Comme ça, vous pourrez, après, partir sur d'autres sites qui vous en apprendront un petit peu plus. Voilà. Donc, cette émission est passée évidemment très très vite, trop vite. 2 heures, je vous dis, c'est rien. Il va falloir que j'ai plus bientôt. Alors, en ce qui concerne plusieurs annonces, il y a d'une part, je voulais signaler que Natacha Esdra, celle qui chante avec Serge Geroyo dans ce 3e